Mesdames, Messieurs, bonjour. Je poursuis ce que vous avez commencé d'entendre, puisque j'ai des informations nouvelles à vous apporter, bien entendu dans le cadre de l'économie. C'est mon métier, je suis conseiller expert financier, et avec toutes les sanctions qui ont été prononcées contre la Russie, il est évident que les problèmes financiers se font sentir dans ce pays. Et dans un premier temps, la monnaie russe, le rouble, avait chuté. Et depuis que le président russe a demandé que les livraisons de pétrole soient payées en rouble, il y a un problème qui s'est posé. Parce que quand vous signez un accord international, il y a des règles. J'ai travaillé avec M. Pascal Lamy, qui était le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Et avec lui, j'ai pu découvrir plein de choses, notamment pour les marchés internationaux. Et la Chine, qui ne faisait pas partie de l'OMC, a été bien obligée d'entrer à l'OMC pour développer ses ventes sur le plan international. Alors, les accords qui ont été passés par les acheteurs de pétrole notamment et de blé portent sur des livraisons payées en dollars et en euros. Donc quand le président russe dit qu'il veut dorénavant que ces livraisons soient payées en roubles, ben, il y a quelque chose qui ne colle pas. Parce que le marché a été signé, le marché a été négocié, les banques ont eu les accords de paiement pour les livraisons dans une monnaie qui est bien précise, qui est bien précisée, c'est-à-dire dollars ou euros. Donc, on est obligé de respecter ce qui a été signé. Et quand le président russe dit que dorénavant, ceux qui ne paient pas en roubles ne pourront pas être livrés, mais c'est de la faugornerie, comme on dit. Il a raconté des histoires, et si jamais ça devait se faire, il y a quand même des tribunaux qui arbitrent, des tribunaux internationaux de commerce qui arbitrent ces différents conflits qui peuvent intervenir entre acheteurs et vendeurs. Alors, mon métier, comme vous le savez, je suis conseiller expert financier, donc je suis obligé de regarder ce qui se passe au niveau de la bourse. Et ce matin, juste avant de venir à l'émission, j'ai découvert que notre monnaie nationale, qui est l'euro, puisque vous savez, depuis que la France a signé avec les autres pays d'Europe pour que leur monnaie soit une monnaie unique, qui est devenue l'euro. Alors, il faut bien savoir que l'euro a une valeur qui est de 6 francs 59. Eh bien, on a constaté aujourd'hui à la bourse que l'euro a perdu 40% de sa valeur. Et dans le même dans le même mouvement, le rouble a augmenté de 12%. Alors vous voyez, cette guerre pose d'énormes problèmes parce que tous les marchés qui ont été signés avec la Russie, eh bien, doivent pouvoir être revisités. Et ce n'est pas par une simple parole d'une des parties que les choses peuvent changer. Il faut passer par les instances financières internationales pour que nous puissions rééquilibrer les achats. Alors il est évident que là, je reviens à mes connaissances scolaires. Il y a des choses qui me reviennent. La toundra, la steppe, ce sont des choses que j'ai apprises à l'école sur la Russie. Et il y a également des personnages qui ont marqué mon enfance, tels que Taras Bulba, tels que Attila ou Gengis Khan. Ce sont des barbares, des gens, enfin, pour nous c'était des barbares, pour nous, puisque nous sommes quand même
dans la structure européenne est un département de France. Pour nous qui avons été habitués à certaines finesses, à certains comportements de courtoisie et autres, eh bien ces gens-là, Taras Bulba, Attila et Gengis Khan qui viennent de l'Est, étaient pour nous des personnes quelque peu sauvages. Et on a accordé ça très longtemps. Et jusqu'à l'avènement de l'Union soviétique, les choses ont eu tendance à s'améliorer. Mais rappelez-vous malgré tout qu'il y avait un président russe, soviétique, c'était pas russe, mais soviétique, qui était allé à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale de l'ONU et qui a sorti ses chaussures pour taper sur la table, parce qu'il n'était pas content sur une décision, il a tapé avec ses chaussures sur le bureau. Eh oui, Nikita Khrouchtchev, c'était son nom. Bien entendu, il a été viré par la suite par ses pairs, puisque aller à l'ONU et avoir un tel comportement où toutes les nations sont réunies et se comporter comme un vulgaire individu, eh bien, ça ne plaît pas. Parce qu'il faut bien savoir que les pays de l'Est ont toujours brillé par leur culture dans l'écriture, dans les poèmes, dans les romans, Tolstoï et autres, et également au niveau musical. Vous voyez, ce sont des grands musiciens, ce sont des grands écrivains. Donc on a connu ces pays de l'Est par leur grande culture, mais aussi par leur, disons, peu savoir-vivre, puisque le président nous l'a démontré, le président Nikita Khrouchtchev, en sortant chez son soulier pour taper sur le bureau, ça prouve que c'est quelqu'un qui n'avait pas une très grande éducation. Et ces pays de l'Est ont émergé avec la conquête de l'espace. Il faut se rappeler que le premier satellite qui est parti dans l'espace, c'était un satellite soviétique, le Sputnik, avec à son bord Yuri Gagarin. Tout ça sont des histoires qui restent dans nos mémoires et que nous devons tenir compte de ce qui s'est passé. Il est évident que la grande guerre, la Deuxième Guerre mondiale a été une catastrophe pour tous, y compris pour les Russes et pour les Soviétiques. Quoi qu'ils aient gagné avec Staline certaine stabilité, certains pouvoirs, mais le fait est que, malgré tout, l'un des plus grands Allemands a été récupéré par les États-Unis d'Amérique, von Braun. Von Braun, c'est lui qui était le père des fusées V2. Il a été récupéré par les Américains, et c'est à partir de von Braun que les Américains sont partis à la conquête de l'espace, avec leurs fusées que vous connaissez, qui ont connu les succès et les échecs aussi. Mais n'empêche, c'est à partir des théories de von Braun que l'Amérique a pu gagner la conquête spatiale jusqu'à présent. Parce que le monsieur Elon Musk, qui envoie ses fusées, qui font l'aller et le retour, il est américain, il est sud-africain, mais il est installé aux États-Unis d'Amérique, et c'est à partir des moyens qui ont été mis techniques à sa disposition aux États-Unis d'Amérique, et avec son argent, bien entendu, qu'il a pu maîtriser les dépenses pour qu'il envoie une fusée et la fusée revienne pour repartir, ce qui ne se faisait pas avant. Avant, on envoyait une fusée, tout était parti, c'était fini, il n'y avait pas de retour. Il n'y avait pas de retour de l'espace. Alors c'est pour vous dire tout cela, et que la Russie, qui est un grand pays, il ne faut pas le cacher, quand vous avez sur votre sol de tels produits tels que le blé, le pétrole, le tournesol, autant d'éléments nécessaires pour le développement de l'agriculture et de la production agricole, eh bien, vous avez des atouts. Mais ces atouts-là, s'ils sont bien utilisés, s'ils sont bien gérés, parce qu'il faut bien revenir à l'époque communiste. L'époque communiste, c'était l'État qui gérait tout.
le peuple était à la merci de l'État. C'est l'État qui vous donnait quelque chose. Et le capitalisme est représenté par les États-Unis d'Amérique, c'est que les individus, avec leurs moyens, développaient. Alors que le système communiste, c'est l'État qui développe avec ses moyens, que tout dépend de l'État. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, même les sportifs étaient sous la tutelle de l'État, notamment les footballeurs. Il n'y avait pas d'équipe professionnelle de football en Union soviétique. Hein. Il y avait des équipes qui étaient payées par l'État. Il y avait des joueurs qui étaient payés par l'État. Et les athlètes qui avaient de grandes performances, mais qui étaient dopés, c'est en Union soviétique qu'on a découvert que les athlètes étaient perfusionnés, étaient piqués, on faisait des performances extraordinaires, et si bien que maintenant, même au niveau international, en sport, en athlétisme notamment, eh bien, les Russes ne sont pas les bienvenus, puisqu'on est persuadé qu'ils sont encore au stade de leur dopage. Bon, mais écoutez, je ne vais pas entrer davantage sur cette affaire-là. Nous allons nous occuper un petit peu de ce qui se passe dans notre pays. Vous savez, depuis hier, le pass sanitaire n'est pas réclamé comme il n'y a pas encore 2 mois. C'est une libération, certes, mais derrière cette libération, on peut supposer que c'est parce qu'il va y avoir les élections présidentielles bientôt, la semaine prochaine, et que les gens, pour leur permettre d'aller voter, pour ne pas s'abstenir, on a allégé les choses. On ne peut pas sortir ça de nos têtes, que ce n'est pas par bonté de cœur que ça s'est produit, c'est par intérêt électoral que ça s'est fait. Moi, pour mon point de vue personnel, hein, je ne sais pas pour les autres, mais moi, mon point de vue personnel, cette libération a été faite dans un intérêt purement électoral. Alors, profitons-en, puisqu'on nous donne la possibilité de nous mouvoir plus facilement. Faisons-le, mais avec toujours certaines précautions à observer. Ce n'est pas parce qu'on vous a dit de sortir le masque, d'enlever le masque, que si vous estimez que vous allez quelque part et que vous risquez de tomber malade et que vous mettez votre masque, pour mon péché Dieu, pas mettre masque, hein? C'est vous qui mettez, c'est vous qui décidez qu'on y est là, qu'on va faire, qu'on va faire. Par contre, pour nos amis qui sont dans les organismes de santé, ce n'est pas encore le cas. À l'hôpital, si vous allez à l'hôpital ou dans une clinique, vous êtes obligé de porter un masque. Si vous prenez le transport en commun, vous êtes obligé de porter un masque. Ou en arrive là, pas besoin de masque. Mais si vous allez en voiture, en transport en commun, il faut un masque. C'est ce que dit la loi. C'est ce que dit tout au moins la préfecture. Alors, en parlant de préfecture, il y a une nouvelle qui nous est parvenue récemment. Le directeur, enfin, l'un des sous-préfets de Basse-Terre, qui est collaborateur du préfet, a été nommé directeur, président des organismes pénitentiaires. C'est une promotion qu'il a obtenue, sans doute parce qu'il a été un bon sous-préfet à Basse-Terre. Je ne le connaissais pas particulièrement, mais s'il a obtenu cette promotion, c'est qu'il a dû apporter son concours pour régler certains problèmes et qu'on a estimé qu'il pouvait être remercié pour tout ce qu'il a fait. Enfin, ça veut dire, c'est pas lui seul, il y a plusieurs grands commis de l'État qui sont devenus à des postes importants en passant par la Guadeloupe, notamment M. Gustin qui était préfet de la Guadeloupe, c'est lui le directeur de cabinet de M. Lecornu, ministre de l'Outre-mer. Donc c'est parce qu'il a fonctionné en Guadeloupe qu'il a obtenu des résultats. Parce que c'est comme ça l'administration, hein. Vous obtenez des résultats probants, on vous fait monter. Mais il y a un préfet, le préfet Fabre, qui a été de courte durée préfet de la Guadeloupe, eh bien, il n'était pas très bien connu.
Et moi, je peux vous en parler, parce que j'étais à l'époque correspondant de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. J'ai eu à constater son comportement, je l'ai dénoncé au niveau national. Eh bien, on lui a fait des reproches. Je ne dis pas que c'est parce que c'est moi qui ai fait une information qui a abouti à cela, mais si d'autres personnes que moi ont eu à déplorer son comportement, eh bien, c'était normal qu'il soit sanctionné. Et comme vous le savez, au niveau national, ça ne rigole pas. Vous êtes nommé par l'État, vous êtes nommé préfet en Conseil des ministres. Si votre service fonctionne mal, eh bien, c'est l'État qui fonctionne mal. Donc, ce monsieur, il est parti. C'est dommage pour lui parce qu'il est parti malade. Rappelez-vous, il a fait une chute dans les collines de Bouillante et il a été rapatrié sanitaire. Mais il avait quand même dans son dossier certaines errances à la préfecture parce qu'on avait relevé des cas de discrimination. Enfin, passons. Autrement dit, nous sommes comme nous sommes, petit pays, petit département de France, avec des potentialités énormes. Comme je vous le dis, nous avons un Guadeloupéen qui a fait un projet qui risque d'apporter du bien à la Guadeloupe et à la France même, c'est de faire de l'hydrogène à partir de l'eau de mer. Il s'agit de notre ami Nagam, il faut le rappeler, et qu'il essaie autant que possible d'obtenir les moyens pour lancer son projet. Et je le redis ici, je l'avais reçu à cette antenne, il nous a exposé son dossier, et bien moi je dis que nous devons l'aider. Et pour ma part, avec mes moyens de contact, je vais toujours apporter ma contribution. D'ailleurs, je l'ai fait rencontrer déjà un responsable financier et j'espère qu'on trouvera un peu de moyens pour qu'il puisse établir un dossier. D'abord, parce que quand vous avez un projet, il y a des études préalables à faire. Et les frais d'études s'élèvent toujours assez haut. Je peux en parler parce que quand j'ai monté les exploitations de melons, je le rappelle, hein, c'est moi qui ai créé les exploitations de melons en Guadeloupe. Hein. Quand j'ai fait des études, ça avait coûté 800 000 francs, 80 millions d'euros, 80 millions de francs, en 5 francs. 800 000 francs. Bien sûr, ça a été lancé, et la Guadeloupe en tire profit, je suis fort aise. Mais, quel que soit ce qu'on lance, il y a des études à faire sur la créativité de l'opération, sa rentabilité éventuelle. Et quand vous présentez un dossier au niveau des financements, on vous demande de faire un bilan prévisionnel sur 3 ans. Sur 3 ans. Pas sur une année, sur 3 ans. Pour justifier que voilà, nous avons investi ça, l'année prochaine, nous gagnons tant, l'année après, nous gagnons tant, et si nous continuer à vivre. Mais si, au bout de la première année, vous êtes déjà déficitaire, la deuxième année, vous êtes déficitaire, et que la troisième année, il n'y a pas un redressement, eh bien, vous êtes en faillite hein, déjà. Alors, c'est pourquoi que les établissements financiers prennent leurs précautions en réclamant des bilans de prévision sur 3 ans. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je vais vous dire aujourd'hui. Vous avez remarqué que le temps est assez fluctuant. Tantôt, le soir, il fait très, très froid. Tantôt, la chaleur revient. Ensuite, ça redescend. Et comme il y a des gens qui sont atteints de rhumatisme, d'arthrose et autres maladies de ce genre, eh bien, c'est fort désagréable pour eux. Et comme on sait, nous avons nos remèdes rasiers, c'est-à-dire cannelle chaud, cannelle en faveur. Il y a des produits que nous avons chez nous, des bains de feuillage, feuilles à mango, plus bien. Mais, n'empêche que ce sont des faits de la météo, le cosmos, tout ça a joué.
Et comme on est en guerre et que beaucoup de bombes sont exploitées en ce moment, il ne faut pas s'étonner demain qu'on ait des retombées négatives au niveau de l'environnement. Ça aussi, il faut le savoir. Eh bien voilà, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, je crois vous avoir dit ce que j'avais à dire aujourd'hui. Mais je dois vous rappeler cette phrase de M. Gerald Ford, qui était président des États-Unis d'Amérique et qui disait « Se réunir est un début, se rassembler est un progrès et travailler ensemble est un succès. » C'est ce que je souhaite à la Guadeloupe. Travaillons ensemble. Après les aléas sanitaires que nous avons connus, il nous faut travailler ensemble pour remettre les choses en place. Et moi, à mon humble avis, c'est ce que nous devons faire. Et croyez, sur Canal 10, vous êtes toujours les bienvenus, la porte vous est ouverte. Vous venez nous voir si vous avez des projets à promouvoir, ben nous sommes là pour ça, bien entendu. Vous savez qu'il y a la publicité payante, mais nous donnons aussi l'opportunité aux gens de venir parler de leurs projets sans être pénalisés. Mais la télévision fonctionne par la publicité. Continuez à nous faire confiance, apportez-nous votre publicité pour qu'on continue à vous recevoir, à vous diffuser les informations comme je le fais aujourd'hui, et nous nous porterons encore mieux. Bon week-end à vous tous, chers amis téléspectateurs, et à samedi prochain dans le cadre du Forum libéral.